Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Cyril de Souza Cardoso à mon micro. Né en France, d'un papa portugais et d'une maman française, c'est en Bretagne que la famille est installée et que cette troisième culture prendra une place importante dans leur vie. Oui, car Cyril le dit lui-même, il est celui qu'il a envie d'être, riche de toutes ces cultures. J'ai découvert Cyril en écoutant un TEDx sur le sujet de la créativité. Un nom de famille portugais et une introduction qui parle de son papa qui déborde d'idées, mais dont tout le monde s'en fout car c'est un maçon. La suite, je vous laisserai la découvrir en ligne après l'épisode. Lors de notre échange, Cyril a soulevé de nombreux sujets. La construction de son identité avec l'exemple de son père portugais qui a absolument souhaité avoir la nationalité française, la liberté, une perpétuelle conquête, et le nomadisme de classe plutôt que le transfuge qui définit notre plasticité à différents modes sociaux. C'est un regard positif et heureux que pose Cyril sur son histoire et ses origines. Une relation apaisée à toutes ses identités et une profonde connexion au monde. Un chemin qu'il a construit depuis de nombreuses années et qu'il partage aujourd'hui avec sa fille. Je vous laisse découvrir son histoire et à déjà. Alors, je m'appelle donc Cyril de Souza Cardoso, je suis franco-portugais, double nationalité, je suis portugais par mon père et breton par ma mère. J'ai eu un parcours de vie qui s'est tracé beaucoup en Bretagne principalement, au bout de la Bretagne, à Brest, avant de continuer mes études à Rennes puis à Paris, où j'ai eu un parcours qui m'a conduit à devenir aujourd'hui entrepreneur, chef d'entreprise, et je dirige aujourd'hui un groupe. Alors je dis un groupe parce qu'il est constitué de plusieurs entités juridiques, mais qui fait à peu près une quinzaine de personnes et qui accompagne la transformation des organisations, notamment en lien avec les transformations digitales et numériques, et notamment les développements en lien avec tout ce qui relève de l'intelligence artificielle, notamment générative. Beaucoup ont entendu parler de ChatGPT. On essaie d'accompagner des entreprises et entrepreneurs à déployer cela dans leurs activités. Alors, dans ma famille directe, j'ai mes parents et j'ai 3 frères et sœurs. Je suis l'aîné. J'ai une sœur, Julie, qui d'ailleurs est très impliquée également dans la communauté portugaise, qui a elle-même eu beaucoup d'activités pour valoriser le lien franco-portugais. Julie de Souza Cardoso. Et 2 petits frères qui suivent. Alors je dis petits frères, on les appelle les petits, mais ils sont plus petits maintenant. Loïc, qui lui travaille dans l'univers juridique, et Cédric, le plus jeune, qui lui travaille dans l'univers de la télévision. Mon grand-père, grand-père paternel, quand il quitte le Portugal, je me pose toujours cette question de savoir pourquoi et comment il débarque à Brest, quoi. Parce que je crois qu'il y avait d'autres étapes avant. L'histoire, en tout cas, qui est celle de la légende, c'est qu'il part il est au Portugal, sous le Portugal de Salazar. Hein. On est vraiment dans cette génération qui va quitter le Portugal à cause de la dictature. Et au bar, je sais pas, il a un de ses potes qui lui dit demain, je pars en France, à Brest, j'ai un cousin qui est là-bas, il y a du travail. Et donc, mon grand-père va rentrer du bar, je ne sais pas dans quel état il était, mais en tout cas, il va dire à ma grand-mère que le lendemain matin, il part pour la France. Et je pense que ma grand-mère disait souvent qu'au début, elle n'a pas cru. Enfin, elle dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte n'importe quoi. Et quand elle a compris qu'il y allait, elle est tombée en pleurs, vraiment. Et en fait, c'est lui qui va arriver à Brest pour commencer à travailler sur les chantiers, avant ensuite de retourner au Portugal, venir chercher ses enfants. Et comme à l'époque, l'histoire de nombreux Portugais, lui-même avait traversé la frontière illégalement, mais quand il est revenu, il y avait les papiers, comme il avait un travail en France. Par contre, ma grand-mère et mon père et son frère, eux, n'avaient pas
de papier. Ils ont dû traverser la frontière illégalement. Mon père avait 8 ans à l'époque. Et il me raconte, et c'est quelque chose qui, à mon avis, l'a beaucoup marqué, qui se souvient courir dans les bois et entendre les chiens au loin courir pour essayer de les rattraper avant de passer la frontière où mon grand-père les attendait avec une voiture pour venir les prendre et les récupérer. Il a souvent ce truc-là, et je pense que c'est ce qui l'a poussé à nous faire des études. Il a eu toujours un peu, je pense, cette frustration qui était qu'il était un bon élève au Portugal, à l'école. Il s'entendait très très bien, c'était quelque chose qu'il aimait beaucoup, il aime beaucoup lire. Et quand il va arriver au Portugal, bah voilà, en France, malheureusement, là, il maîtrise pas la langue et il faut qu'il apprenne. Et donc, il va me raconter comment il va démarrer, bah voilà, dans les petites classes avant de commencer à sauter des classes, voilà, à faire quasiment, je crois, 2 années en une et à essayer de les multiplier pour, voilà, essayer de rattraper le niveau pour pouvoir voilà, passer ensuite ses diplômes en France. Tout ça va le conduire voilà, dans la carrière que suivait son père en tant que maçon. Je crois qu'il va devenir en tout cas très bon dans son domaine. Mais je sais qu'au fond de lui, il a ce regret probablement de pas avoir fait les études qu'il aurait aimé faire. Alors son frère, pareil, parce qu'après ils ont une petite sœur qui elle est née en France, donc ma marraine Christine, mais qui ensuite est retournée elle au Portugal. Et donc d'ailleurs c'est intéressant parce que les frères qui sont nés au Portugal vivent en France et la sœur qui elle est née en France vit au Portugal. Et son frère lui donc était plus jeune et lui va pareil Julio d'ailleurs mon tonton qui lui va vivre voilà, pareil, un parcours scolaire un peu, je pense, déconstruit. Je pense qu'il m'en voudra pas si je dis ici il a eu une enfance où il faisait pas mal de conneries. Mais il était plutôt très bon et il va cependant lui-même aussi devenir maçon, mais en développant une expertise sur tout ce qui est dessin d'architecture. Et aujourd'hui, voilà, il est monté, il est devenu voilà, directeur de travaux et ensuite il a rejoint des postes de direction au sein d'entreprises du BTP. Donc, et je me souviens venir enfant chez lui et il dessinait des plans de maison et ça m'épatait. Il y avait ce côté architecte. Mon grand-père était très fier de ça. Il trouvait que par ses conneries, il avait un peu gâché son talent, mais il était aussi très fier de ce côté voilà, intellectuel également. Voilà, qu'avait aussi du coup mon oncle. Alors ma maman, elle a eu un parcours à l'hôpital, donc elle était voilà, donc, assistante de soins, alors, j'ai plus exactement le terme. Puis après, pour différentes raisons physiques, elle a pas pu continuer son travail vraiment dans les services de soins. Et elle a rejoint du coup le standard téléphonique de l'hôpital de Brest. Et alors qu'elle était une femme timide, et bien, au fur et à mesure des années, je l'ai vue un peu, voilà, de plus en plus s'épanouir. Et pour finir aujourd'hui, voilà, proche, cependant, bon, pas très loin de la retraite, elle va gueuler si je dis ça, mais pas très loin. Enfin, elle est devenue voilà, chef du standard, donc elle est montée à l'intérieur de cette sphère-là. Et ça aussi, ça nous a offert beaucoup de stabilité, parce que voilà, venant de milieux modestes, mon père et ma mère, on avait cependant, dans les quartiers où on vivait, avoir des parents qui n'étaient pas séparés, qui n'avaient pas de problématiques par ailleurs, que ce soit de drogue ou d'alcool, et qui étaient deux à ramener un salaire. J'avais conscience que même dans un milieu populaire, voilà, on était peut-être des privilégiés. C'est venu de là. Ça a aussi eu ce côté un peu paradoxal qui est que ma mère, ça pouvait lui arriver de terminer tard. Et voilà, j'ai vu régulièrement aussi mon père gérer le repas, gérer aussi notre éducation. Il y avait un partage des tâches également. Donc voilà, en tout cas, ils m'ont donné l'image quand même d'un couple moderne. Alors, le Portugal a toujours été quelque chose de très présent, ça a toujours été un marqueur. Je pense que pour beaucoup de franco-portugais, ça a toujours été un peu la même chose, quoi. C'est quand on était en France, ce moyen d'exister, de se différencier, c'était parce qu'on était portugais et en même temps les autres nous renvoyaient à ça, à notre nom de famille. Donc c'est quelque chose qui a toujours été très présent. On n'a pas parlé portugais à la maison.
Ça nous a freiné dans notre apprentissage, mais tout simplement parce que ma mère parlait pas le portugais, donc il n'y a pas eu matière à ça. Donc on a quand même beaucoup parlé français. On essayait de parler portugais un peu avec ou d'apprendre avec nos grands-parents. Par contre, notre lien au Portugal, voilà, c'est, je pense comme beaucoup de Portugais, bah, c'est le départ au début du mois d'août, en voiture, la route, l'autoroute, la traversée de la France, de l'Espagne, pour arriver l'été là-bas. Donc c'est forcément un lien fort. Alors, mon père, lui, vient de Nazaré. Donc voilà, les plus grandes vagues du monde aujourd'hui, mais c'était autre chose, on ne le connaissait pas pour ça avant. Mais voilà, ça a toujours été un territoire magique pour moi, au point quand même que je me rends compte qu'aujourd'hui, je connais très peu le Portugal. Parce que dès que je vais au Portugal, je vais à Nazaré. Donc voilà, on a eu un lien qui était quasiment voilà, de manière annuelle. Puis après, quand quand on a commencé à un peu plus aller dans les études, on y allait voilà, tous les 3 ans. Puis maintenant, on essaie de retrouver un lien plus fort. On a de la famille, ma tante notamment, qui y est avec voilà, cousins, cousines, de la famille qu'on a toujours plaisir à voir dans notre village. Et on a également une maison familiale là-bas qu'on aimerait terminer finir parce que les travaux ont commencé il y a très longtemps et pour différentes raisons on n'a pas terminé ce chantier-là. Donc il y a cette envie de terminer. Et donc pour revenir un peu à la question vis-à-vis de mon père, je pense qu'il a envie en tout cas qu'on continue à aller au Portugal, à avoir ce lien là-bas. Mais je sais aussi qu'il a eu là, il a des petites filles en France. J'ai une fille, mon frère qui vient d'en avoir une et ma petite sœur qui elle en a deux. Et je crois que voilà, la priorité pour lui, j'ai le sentiment, c'est de passer du temps avec elle, avec sa famille. Mais oui, collectivement, en famille, on a cette envie, en tout cas dans tous les cas, d'avoir ce lien au Portugal et de le conserver. Tous nos enfants, d'ailleurs, alors même qu'on pourrait dire qu'ils n'ont plus qu'un quart de sang portugais. Moi, j'ai été très attaché, mais mes frères et sœurs également, à ce qu'il y ait voilà, un nom portugais dans leur nom de famille plus simple pour d'ailleurs les garçons que pour les femmes, mais c'est un autre sujet, même si ma sœur y est parvenue également, et qu'ils aient tous également la double nationalité franco-portugaise comme nous. C'est vraiment l'histoire d'une génération, c'est ça, qui s'est projetée à rêver qui arrivait ici avec ce rêve de revenir. Mais au fond, ouais, à partir du moment où ils étaient là, déjà le Portugal qu'ils avaient quitté, il n'existait déjà plus. Et c'est vrai qu'au moment où il faut revenir, en fait, on a construit sa vie ici. Mon grand-père, ma grand-mère et mon grand-père paternel, en tout cas, sont décédés en France. Ma grand-mère, on a tout fait pour qu'elle soit enterrée au Portugal, ce qui n'a pas forcément été simple. Mais mon grand-père, non, mon grand-père a terminé sa vie à Brest et il a été enterré à Brest. Et je crois qu'il y a une forme de cohérence. Alors au fond de moi, je regrette finalement peut-être que les deux soient séparés. Et en même temps, ça montre bien la tâche que l'on a sur les deux territoires. Donc c'est aussi pas mal. Mon père a une particularité par rapport à, je pense, à d'autres de ses cousins ou même de son frère. C'est que il a œuvré, il a tout fait le nécessaire pour obtenir la nationalité française. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très important pour lui à une époque où il n'y avait pas encore l'Union européenne, en tout cas que le Portugal n'était pas encore dans l'Union européenne. C'est quelque chose qui était important pour lui. Et cette double nationalité, le fait qu'on doive également nous-mêmes se sentir français, c'était quelque chose d'important. Je me souviens que quand on regardait voilà, les matchs de foot, quand à l'école on se charriait et que les gens nous renvoyaient nos rôles de portugais, nous-mêmes on jouait on jouait le rôle qu'on nous donnait, donc on jouait le rôle de portugais. Et je me souviens qu'il avait quand même souvent cette remarque de revenir nous voir. Il disait, mais n'oubliez pas que vous êtes les deux, que vous êtes français et portugais. Je sais que mon père se sent, il se sent portugais, ça c'est certain, mais il se sent aussi français, et il se sent même breton. Il est très attaché à ce territoire, et je crois que chez lui c'est très clair, la demande de nationalité, c'était quelque chose de très simple dans le sens où il était important d'être citoyen du pays dans lequel il vivait. Je crois qu'il a toujours aimé les débats d'idées, les débats politiques, pouvoir voilà, s'intéresser à la politique. Lointain, il s'est jamais impliqué. Mais par contre, il a toujours été voté, il était très attaché au fait de nous transmettre cette notion-là vis-à-vis de la citoyenneté. Et donc, ouais, c'était un vrai choix de se dire qu'il était de ce pays et il vivait de ce pays, il avait ses droits dans ce pays, il avait des droits, voix au chapitre là-dessus. Et donc, il était attaché à ça, comme il a été attaché, du coup, à nous construire dans cette double nationalité, à la fois... bien sûr portugaise, mais française, parce que il avait conscience que dans tous les cas, on est avant tout quand même du pays où on vit, du pays où on parle la langue. Et je crois que ça a construit chez nous, en tout cas, plutôt une relation apaisée à cette double nationalité.
Et c'est vrai que la Bretagne a également une identité très forte. Et chez nous, c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on a ces doubles identités. Alors bien sûr, presque triple, hein, parce que je pense que l'identité bretonne et française, voilà, il y a deux identités à l'intérieur, sachant qu'en plus, je ne vais pas revenir dans le détail, mais Brest, c'est presque une ville française sur un territoire breton. Donc nous, c'était un peu le mix de tout ça. Mais voilà, il y a ce rapport à la mer, par exemple, qui vont être très proches l'un et l'autre. Il y a cette notion un peu de territoires qui sont un peu tu sais, des agoras tournés sur la mer, des amphithéâtres tournés vers la mer avec ce sentiment que quand on est, quand moi je suis à Nazaré, j'ai le sentiment quand je regarde l'horizon que ce territoire il est connecté au monde quoi. Et ben, c'est la même chose quand je suis à Brest quoi. Brest, il y a l'histoire des navigateurs, il y a nos bars, il y a tout ça. Il y a ce sentiment que tu peux croiser n'importe qui revient d'un voyage à l'autre bout du monde et que ce sont des territoires avant tout qui sont finalement tournés vers la mer, qui sont connectés au monde presque avant d'être connectés après aux territoires qui sont tout derrière eux. Donc le, voilà, le reste de la France pour la Bretagne et peut-être la péninsule ibérique et l'Europe pour le Portugal. Donc il y a aussi ces choses-là qui fait qu'on est un peu au bout du monde, qu'on est un peu les extrémités de l'Europe et en même temps bah voilà, ce rapport à la nature, à la terre et surtout à la mer. Je crois que ça construit ces identités-là et c'est sûr que bah, nous on est un peu le confluent de tout ça. Et moi je suis très fier d'être en tout cas au croisement de tout ça. Parce que je le dis souvent, quand on était gamin, quand j'étais en France, bah voilà, au collège, bah on était un peu les Portugais de service, hein, mais comme chaque origine va jouer un peu son rôle, ou on va nous pousser à jouer ce rôle. Et donc voilà, on était un peu les Portugais et on jouait ce rôle-là. Et en même temps, paradoxalement, quand on arrivait au Portugal, on était les Français. Je me souviens que quand il fallait parler foot, je pouvais me retrouver à défendre l'équipe du Portugal en France et à défendre l'équipe de France au Portugal. Et ensuite, quand j'ai quitté finalement la Bretagne pour aller à Paris, j'ai découvert aussi que j'étais breton et que c'était aussi autre chose, que c'était aussi la province, que c'était autre chose. Et donc, à force que les gens te disent, bah là, t'es français, t'es portugais, t'es breton, ce que j'ai aimé en tout cas, dans toutes ces identités qui se cumulent en soi, c'est de se dire qu'à la fin, bah, à nous de choisir qui on a envie d'être, quoi. Puisque de toute façon, les autres veulent toujours te projeter. Ne joue pas le rôle que les autres veulent te donner. Construis ta propre identité, qui tu as envie d'être. Et peut-être que la démarche de mon père, qui a consisté à vouloir obtenir sa nationalité française, alors que personne n'avait fait ça dans sa famille, bah, manquerait aussi une part de choix dans l'identité qu'il voulait avoir. Et ça, ouais, c'est quelque chose qui m'a, en tout cas, inspiré dans le mouvement de liberté et de définition, d'autodéfinition de soi. C'est très nietzschéen. Mais quoi. Vraiment, les vacances au Portugal, c'était génial. On arrivait, c'était le soleil. En plus, nous, on vient de Brest. Donc, voilà. Donc, le soleil, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, il y avait ça. Il y avait la traversée de l'Espagne aussi. Parce que il y avait toute cette notion, quand même, de se dire que on mettait du temps à descendre. En plus, on avait une maison familiale à l'époque là-bas, donc je me souviens que c'était vraiment une petite maison où toute la famille était rassemblée, donc il y avait vraiment une vie en collectivité commune qui était absolument géniale. Enfin, il y avait quelque chose qui était vraiment très léger. Puis ensuite, cette maison a été déconstruite pour construire un projet qui n'est toujours pas achevé, plus de 20 ans après, donc il y a un petit sujet. Mais du coup, on descendait avec une caravane. Comme ça, on allait au camping de Nazaré. Et là aussi, j'ai découvert d'autres choses, parce qu'on était en contact d'autres personnes, on faisait du vélo, je me souviens de voilà, jouer au foot. C'était vraiment, c'était vraiment des périodes de vie, en tout cas, heureuses. Je me souviens encore de l'époque de l'Escudo. Il y avait tout ça. C'était aussi l'époque du Portugal avant l'entrée dans l'Union européenne. Avec ce truc un peu paradoxal, c'est qu'on descendait avec plein de choses, comme s'il n'y avait pas de supermarché. Enfin, il n'y avait pas vraiment, il y avait moins de supermarchés ou moins de trucs. Alors, ma grand-mère avec plein de gâteaux ou autres. Et on remontait avec des choses aussi du Portugal. Mais c'était aussi une autre époque. Il y avait un écart de vie qui était plus fort, qu'on a retrouvé moins ensuite. Et quand je dis que la route était importante, voilà, mettait du temps, parce que nous, on mettait du temps à descendre. Et en plus, mon père a jamais été un fan de grosses voitures. Donc, moi, j'avais des oncles qui avaient des grosses voitures et qui aimaient bien descendre rapidement. Nous, on avait plutôt voilà, un véhicule de qualité, mais qui
qui descendait lentement. Et en plus, avec du coup, la caravane. Et finalement, le voyage, il faisait partie de l'aventure, quoi. On était toujours plus excités à l'aller qu'au retour. Et ça passait partie de ça. Et là-bas, voilà, on découvrait le Portugal. On essayait de parler portugais. On était de nouveau en contact avec les membres de la famille, avec voilà, toute cette culture-là. Et en plus, dans un environnement qui était vraiment une station balnéaire, quoi. Donc, il y avait vraiment ce sentiment qu'on pouvait accéder là-bas. Je me souviens qu'on mangeait des glaces, mon père, on allait souvent voilà, prendre des verres au bar, des choses qu'on ne pouvait pas se permettre en France, on pouvait se le permettre là-bas. Donc ouais, c'était quelque chose, c'était des périodes vraiment, vraiment heureuses. C'est marrant parce que quand j'étais invité à faire ce TEDx, c'était voilà, les organisateurs, il y a Caroline et Stéphane qui organisaient ce TEDx-là. Et à un moment donné, ils me proposent qu'à l'époque, je montais ma première start-up dans l'univers voilà, du bien-être. C'était une plateforme. Et ils voulaient que je vienne un peu sur scène, venir partager quelque chose. Voilà, et l'idée, c'était de dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de dire au monde pour essayer de le changer? Et je ne savais pas, j'ai écrit pas mal de choses, je leur proposais des idées et je trouvais que c'était tout ça. Tout était un peu bateau, pas très intéressant. Et à un moment donné, Stéphane Roger, qui était l'organisateur, à un moment donné me pousse, il me dit, mais c'est quoi toi, ta révolte? Qu'est-ce qui, à un moment donné, t'as marqué? Qu'est-ce qui te révolte? Et au fond, d'un coup, d'où je viens, de mon père, mon grand-père, mais aussi du côté d'ailleurs paternel comme maternel, un sentiment, c'est vrai qu'à un moment donné, tiens, on peut avoir des avis, des opinions, mais elles ne veulent pas la même chose tout à fait, suivant où tu te places socialement. Et je crois qu'au fond de moi, ouais, il y avait ce sentiment de se dire, non, cette société qui voudrait que les idées, que la manière de définir les choses n'appartiennent qu'à certains, peut-être aussi parce que ce rapport à l'histoire de la dictature portugaise et l'importance de la démocratie, ces discours que j'ai eu de politique avec mon père, cette idée qu'à un moment donné, non, les idées, elles comptent et qu'en fait, les bonnes idées, elles peuvent venir de partout. Et en fait, ça va être une réalité dans le monde économique et de l'entreprise. C'est quelque chose dont je suis moi-même persuadé, que j'essaie d'appliquer chaque jour. Et de se dire, ben non, en fait, c'est cette attention qu'on doit avoir au processus de créativité de chacun. Et donc oui, je pense que cette révolta, ce sentiment-là, il vient de cette enfance où le sentiment que, ben ouais, mon père, il était maçon la journée, mais le soir, il venait, il jouait de la guitare, il écrivait des chansons, on écrivait des histoires ensemble. Il y avait beaucoup de créativité, d'art, de littérature, voilà, on s'intéressait à tout, on achetait enfin, tous les semaines, tous les mois des magazines, des journaux, on lisait, on débattait ensemble. J'ai eu une vie culturelle riche et je vivais dans un HLM. Et donc ça, j'avais envie de le mettre en avant, de défendre finalement cette idée que, oui, on est tous créatifs et que la créativité est avant tout une mécanique d'interaction, de partage. Et donc, on doit s'autoriser à. Je pense que les idées ont beaucoup évolué d'ailleurs là-dessus, parce que ça fait il y a plus de 10 ans maintenant ce TEDx-là. Internet incarne ça et je crois qu'on va continuer là-dedans. Donc il y avait tout ça un peu dans ce TEDx qui a été un vrai point de bascule d'ailleurs dans ma propre vie personnelle et professionnelle. En effet, moi je me définis comme un entrepreneur parce que j'aime bien entreprendre. Entreprendre, il y a cette idée d'essayer, de tenter. Et en essayant d'entreprendre, ben, souvent on échoue, on rate. Parce que la vie d'entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est facile. On voit toujours le côté évident, le succès, mais non, c'est quand même beaucoup plus d'échecs que de réussite. Mais en même temps, c'est un choix et un chemin de liberté. Et ça, j'aime bien toujours me rappeler cette chose-là, que la liberté, c'est jamais une donnée. Et quand je pense à la dictature notamment de Salazar, à nos grands-parents, c'est toujours se rappeler quand la liberté, c'est pas le point de départ où il n'y a pas un état de nature où on serait libre. En fait, la liberté, c'est un combat. C'est toujours une conquête, chaque jour. Et donc ça, c'est un élément. Et donc moi, je suis en effet donc déjà un entrepreneur. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un groupe qui s'appelle Polaria, qui précédemment était constitué de deux sociétés qui s'appelaient Odaum et les Petits Bots, et qui en gros est expert de l'accompagnement des organisations, des entreprises et des territoires à l'ère des IA conversationnelles et génératives, donc des intelligences artificielles. Notre but, c'est vraiment d'accompagner les transformations. On accompagne les organisations partout à travers la France pour à la fois
les transformer dans les pratiques managériales, améliorer les organisations ou développer des outils digitaux. Et on développe nous-mêmes des intelligences artificielles. Donc ça, c'est cet univers-là. Donc moi, je suis vraiment été passionné depuis toujours par l'innovation. La technologie me passionne, l'innovation me passionne. Mon premier ouvrage, d'ailleurs, va s'appeler L'art de l'innovation, que je vais publier en 2017 après mon TEDx. Et dans cet ouvrage, je vais synthétiser toute mon approche à la fois de la créativité, mais aussi de la conduite de projets d'innovation, puisque moi-même, j'ai eu un parcours d'ingénieur dans l'univers de la data, d'expert de la conduite de projets d'innovation autour des systèmes d'information. Et j'ai voulu raconter tout ça dans un livre qui racontait aussi une grande histoire de l'humanité. Et c'est ça, l'art de l'innovation. Et donc, ce premier livre va me donner le goût de l'écriture. J'adore, écrire. Et donc, je vais continuer à publier. J'ai publié déjà 6 ou 7 ouvrages. Je vais continuer d'ailleurs à écrire. Donc, ça, c'est pour la dimension, auteur. Alors, c'est beaucoup des ouvrages professionnels. Je suis intéressé, bien sûr, aux figures un peu emblématiques de notre époque. Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, mais je suis aussi intéressé au management, comment transformer notre rapport au management, comment transformer nos organisations, l'ère de la data. Et mon prochain livre sera sur l'ère de l'IA conversationnelle et générative, avec souvent cette obsession de me dire comment j'explique à ma mère mes environnements technologiques. Et d'ailleurs, mon ouvrage Data Power, c'était le point de départ de cet ouvrage que j'avais publié avec d'autres auteurs. Souvent, mes ouvrages, j'en ai certains écrits seuls, mais c'est souvent des aventures d'ailleurs collectives. Et le dernier ouvrage qui a été une réédition, qui s'appelle 121 outils pour développer le collaboratif, qui est un livre qui répertorie un ensemble de techniques d'animation d'intelligence collective. Je suis très fier parce qu'il a été illustré par ma sœur qui a fait un détour dans le dessin en tant qu'illustratrice. Elle a beaucoup de talent dans beaucoup de domaines et elle est capable de sauter d'un domaine à l'autre. Là, en ce moment, elle s'est lancée dans la poterie, elle passe un CAP sur le sujet. Elle a fait un CAP dans l'univers des soins esthétiques. Elle a cette capacité à sauter de domaine en domaine et à toujours un peu chercher, en étant toujours une personne qui s'interroge pourtant sur sa place, alors qu'en fait, elle occupe plusieurs places et c'est bien plus riche. Et donc, voilà pour cette partie-là. Et après, en parallèle, un conférencier. Depuis un peu le TEDx, on m'a sollicité, au fur et à mesure que mes ouvrages sont sortis, on m'a sollicité pour ça. J'ai toujours pris plaisir à cette chose-là, une forme d'adrénaline. Alors j'ai lu récemment l'ouvrage de Bronner, qui est un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Origine, et justement sur un peu ce qu'ils appellent les transclasses. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les transclasses, mais cette idée de se dire qu'à un moment donné, tu sais, il y avait ce truc-là que je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais en Bretagne, à Brest, j'étais un Portugais. Quand tu étais au Portugal, j'étais un Français. Quand je suis venu à Paris, j'étais un provincial. Et en même temps que de ce parcours-là, au fur et à mesure aussi, j'ai gravi un peu des échelons sociaux. Et à un moment donné, je me suis retrouvé parfois à côtoyer en tout cas des personnes qui n'avaient pas les mêmes origines que moi, dans le 6e ou le 7e ici à Paris. Et au fond, j'ai toujours eu le sentiment qu'à la fois, il y avait des gens qui nous accueillaient beaucoup, qui étaient intrigués par aussi ce parcours de vie de gens qui venaient de milieux populaires, avec ce sentiment que cependant, qu'on ferait peut-être jamais vraiment partie du même monde, et c'est pas tant que ça un problème. Le paradoxe, c'est que maintenant, quand je reviens peut-être des fois au quartier, je suis plus vraiment quelqu'un du quartier, quoi. Je suis un bourgeois moi-même. Donc ça participe, tu sais, à toujours ce truc-là que t'es jamais plus à ton endroit. Mais je crois qu'en fait, c'est une vraie force, ça. C'est cette idée de se dire que, et Bronner, il utilise le terme transclasse. Il parle de nomadisme de classe. C'est vrai, moi je me sens que ça. Je suis un peu un nomade où je peux aller tout autant aller dans le bar du quartier, boire un café, un verre avec des gens, avec des personnes qui viennent de milieux populaires ou qui restent vivant dans des milieux populaires, me sentir très à l'aise à échanger avec eux, comme je peux aller parler d'art ou d'aspects très intellectuels dans certains milieux sociaux. Je peux venir parler de technologie. Et donc, il y a toutes ces dimensions-là. Je peux aller parler du Portugal, de la France, de la Bretagne. Et je crois que cette notion de nomadisme, je pense que ça vraiment, ça définit. Ça, moi, personnellement, ça m'enrichit beaucoup. Ça me donne beaucoup de confiance en moi. Et il y a Bronner qui raconte un truc dans ce bouquin. Et ça m'a vraiment switché. C'est que pendant très longtemps, je me souviens quand j'ai fait Mathieu Matzpé, donc au lycée naval à Brest.
Et, au moment des concours, je me souviens retomber sur un de mes collègues avec qui j'avais fait le lycée. Et on passait en même temps. Et lui, je me souviens, il était parti faire Louis le Grand à Paris. Et il était déprimé quand vraiment il est venu passer le concours. On passait le concours en même temps à Brest. Moi, j'étais très optimiste. Je voulais aller passer un concours, rejoindre une école d'ingénieur de bon niveau. Et je voyais que moi, si j'arrivais là, dans le top 30 déjà des écoles d'ingénieurs, j'étais très content. Et lui était déprimé du fait qu'il n'arriverait pas, a priori, à atteindre le top 10. Je lui dis, bah, c'est pas grave, tu pourrais rejoindre, tu vois. Et sauf que je voyais que lui, rejoindre l'école dans laquelle je pouvais être ou aller, c'était potentiellement pour lui de toute manière un échec. Et en fait, j'ai compris plus tard, dans la construction de la confiance en soi, à quel point ça pouvait être compliqué. Lui, ses parents, ils étaient polytechniciens. Donc forcément, j'imagine que toute sa vie, dès qu'il a eu des choses à faire, tant que de toute façon il n'avait pas intégré Polytechnique, c'était forcément un échec. Moi, quand j'ai passé le brevet, on a ouvert le bout champagne, quoi. Quand tu passes le bac, tout le monde t'applaudit. Quand tu as le permis, tout le monde est content. Que tu rejoignes maths P, c'est incroyable. Tu vas en école d'ingénieur. Donc c'est top parce qu'en fait, bah, tu passes une vie où ta famille t'applaudit tout le temps. Et c'est génial parce qu'en fait, quand tu viens d'en bas et que tu montes, bah, tu peux que gagner. Et ça, c'est vrai que ça a vachement construit. Donc plus tard, quand il a fallu quitter en même temps, parce que j'avais plutôt une bonne situation, j'avais rejoint la fonction publique et j'ai démissionné pour me lancer ailleurs. Les gens me regardaient avec des grands yeux, ils disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Mon père d'ailleurs était inquiet à ce moment-là. Mais j'étais alimenté moi par cette confiance en moi, de me dire mais en fait j'ai passé ma vie à ce que tout le monde dise que c'était génial ce que je faisais, même quand je passais le brevet. Et ben alors du coup j'ai continué et je pense que ça a beaucoup alimenté. Je crois que les gens, voilà, qui comme moi, comme nous, comme on est nombreux là-dedans, bah, il faut avoir ce recul, se dire bah tiens on a peut-être une vie aussi, ouais on a des mers en bas, mais ça a été aussi l'opportunité en tout cas, de développer beaucoup de confiance en soi. Et du moment qu'elle n'est pas tombe pas dans l'ego, je pense que c'est quelque chose de positif pour voilà, affronter le monde, conquérir, construire, développer. Alors moi je trouve que, en tout cas moi je trouve qu'il y a beaucoup de dynamique. Là où il y avait un complexe, des fois je me disais d'infériorité, avec aussi ce rapport un peu insupportable qu'avaient, tu sais, les Portugais de France, qu'ils arrivaient au Portugal, tu sais, on voulait... Enfin, mon père n'a jamais été là-dedans, mais je voyais des fois certains vouloir montrer que eux ils avaient de l'argent, donc on était des ouvriers en France et on était rubis sur l'ongle en août au Portugal en essayant de raconter une histoire à nos propres cousins, à nos propres membres de famille qui n'était pas la réalité. Donc il y a une sorte de peut-être des fois de complexe d'infériorité, avec toujours aussi cette nostalgie, cette histoire aussi à notre propre histoire. Je pense que forcément la dictature elle n'a pas aidé. Elle a raconté une histoire sur les colonies qui n'était pas une réalité, etc. Moi, en tout cas, ce que j'ai le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que le Portugal, en tout cas, c'est aujourd'hui un pays qui est dynamique, qui profite, ça y est, enfin, de son histoire. Oui, elle a des racines d'ailleurs. Il y a des richesses qui sont liées aussi à ses colonies, avec la part sombre que cela a relevé, son ouverture vers le Brésil, parce qu'inversement, elle est la porte de finalement l'Amérique du Sud en Europe. Et elle-même, eh ben, elle bénéficiait d'une porte en Amérique du Sud. Donc il y a tout ça, la lusophonie, c'est aussi quelque chose de riche. Et en abandonnant le fait d'absolument d'être voilà, cet ancien empire colonial, alors en plus on n'a jamais été vraiment un empire colonial, mais ce pays qui était au fond trop grand, parce qu'à un moment donné dans notre histoire, la réalité c'est ça, c'est il y avait trop peu de Portugais pour tenir tous ces territoires à travers le monde, ce qui était déjà incroyable finalement pour ce peuple-là. Ben, il y a ce sentiment qu'au fond, le Portugal, non seulement reprend ou repart de sa juste place en assumant qui il est, en étant fier de ce qu'il est, et du coup se projette avec beaucoup plus de choses très positives. Et quand je vois Lisbonne, par exemple, c'est incroyable. Il y a le Web Summit là-bas, qui est un vrai rendez-vous technologique, qui est passionnant. Il y a plusieurs, en tout cas, des grands sommets autour de la crypto-monnaie qui a aussi qui a pied également là-bas. Donc je crois que le Portugal a des atouts incroyables parce que justement, à un moment donné, on arrête de se croire plus grand ou d'essayer de jouer plus grand que ce qu'on est. Et en revenant juste à sa juste place, et ben alors on vit sereinement. Et c'est intéressant parce qu'en fait, la même métaphore, probablement qu'elle ferait du bien à la France. Et individuellement, nous tous, peut-être qu'elle fait du bien à la même chose à chacun d'entre nous. Peut-être que juste en étant ce qu'on est, c'est le point de départ pour faire des choses très grandes. Et aujourd'hui, moi, j'ai ce sentiment-là. Et à un moment donné, j'ai eu peur, j'ai inquiet après la crise des subprimes et des dettes qui commençaient à arriver
j'ai eu peur qu'il y ait cette nouvelle grande vague de Portugais qui partaient du Portugal, les cousins qui me demandaient tiens, est-ce que je viens en France, c'est une bonne idée, ou qui partaient en Angola ou autre, comme si d'un coup l'Angola c'était un Eldorado pour le Portugal. Tout ça s'est arrêté finalement assez vite et il s'avère qu'au Portugal il y a plein d'avantages, il y a plein de choses positives. Quand on parle de réindustrialisation, c'est intéressant le schéma portugais qu'a développé le Portugal, notamment sur les milieux de gamme. Ils ont réussi à se positionner avec aussi beaucoup de choses positives. Donc je vois en tout cas le Portugal avec, avec une certaine fierté. On a enfin gagné une coupe voilà, au foot. Je pense que ça a aussi détendu les choses. Ouais, je sens qu'il y a quelque chose de très positif et c'est marrant parce qu'en parallèle, ben, je sens que la communauté portugaise de France, qui s'était recroquevillée sur un peu du communautarisme, donc il y avait des petits groupes, donc du coup une grande partie des Portugais de France n'était pas du tout dans la communauté portugaise de France, et ben du coup, et ton podcast, il en fait partie, il y a plein d'autres initiatives qui le portent, et ben d'un coup, je sens que ça y est, ce lien franco-portugais, il commence à réémerger et on n'attend pas des gens qui jouent des rôles ou quoi que ce soit. La question, c'est juste notre lien, ce lien transculturel entre les pays qui nous enrichit. Donc, pareil, c'est juste ce truc-là, assumer notre histoire et ce qu'on est et plutôt se projeter vers l'avenir avec aussi espoir, optimisme, dans une période quand même qui parfois est un peu anxieuse. Voilà, chacun d'entre nous, quand on est allé au Portugal, quand on était jeune, il faut se souvenir de où on en était avant l'euro et avant l'Europe. Enfin, donc le gap en avant, le saut est immense et effectivement, il reste encore plein de choses à faire. Après, c'est plutôt l'histoire même globalement, d'ailleurs de l'Europe. L'Europe est confrontée à des défis au risque d'un déclassement face à d'autres nations, les États-Unis, la Chine, qui progressent, qui se projettent vers l'avenir de manière importante. Et en ça, d'ailleurs, je trouve que, tu vois, on parlait un peu de notre culture, tu vois, français, portugais, breton. Moi, je crois qu'on est surtout et avant tout des enfants de l'Europe. Et de voir le Portugal, comment il a évolué, de ce lien-là, je crois que si on a d'ailleurs une fonction, nous les franco-portugais, c'est... quand je dis l'Europe, c'est pas au sens institutionnel, au sens où on peut toujours discuter de ces aspects-là, ce sont des aspects politiques, mais au sens culturel, richesse, d'identité, bah ouais, on est des Européens. Et on a cette chance, c'est vrai. Et quand on traverse les rues de Paris, les rues de Portugal, bah, il y a des choses qui sont différentes. Il y a beaucoup de points aussi communs. Il y a des ponts incroyables à faire. Mais c'est pareil, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Voilà, il y a énormément de pays et de ponts à construire. Donc je crois que ça, c'est aussi une dimension importante. Alors moi, je crois que surtout quand finalement, je suis aussi le fruit un peu de à la fin de cette autodéfinition qui m'a permis de définir, d'être qui j'avais envie d'être. Je crois que j'ai envie de l'ouvrir à toutes ces cultures. Le Portugal, la Bretagne, la France, en disant que bah, tout ça, ça fait partie d'elle, et l'ouvrir de manière positive. Jamais dans la contrainte, voilà, lui faire découvrir les choses, essayer de la mettre au contact du Portugal, au contact en effet de la Bretagne, de la France, voilà, et d'aborder les choses sous un angle positif. Je crois que on est aussi des êtres qui avons de l'intérêt pour ce qui nous amuse, pour ce qui nous transmet des émotions positives, et donc j'ai envie de lui qu'elle s'amuse, qu'elle découvre chacune de ces cultures-là de manière positive, pour ensuite construire, elle, sa propre identité. Je pense que c'est hyper important. Souvent, on se dit ça quand on est parent. Voilà, qu'est-ce qu'on aimerait que nos enfants fassent, etc. Moi, j'ai pas envie de définir pour ma fille ce elle va être, ce qu'elle va faire, qui elle sera d'ailleurs. C'est pas à moi de le dire. Par contre, c'est vrai que j'ai envie de lui montrer les chemins de liberté, lui expliquer que ouais, la liberté, c'est toujours un combat. Et qu'au cœur de tout ça, ben, ces multiples cultures vont être plutôt un avantage, qu'on n'attend pas d'elle que ben, parce qu'elle a un nom portugais, qu'elle doive absolument parfaitement parler portugais, comme voilà, elle devra, je sais pas, parler breton. Non, ces injonctions-là, je lui donnerai pas. Et en même temps, ben, pourra toujours être fière de sa carte d'identité portugaise, de sa carte d'identité française, et qu'elle soit, ben voilà, c'est ça, à sa place, ou qu'elle définisse sa place, et qu'elle prenne sa place dans le monde pour avoir un impact. Et voilà, donc aborder, je crois, la culture sous tous ses angles,
de manière positive, amusante par le voyage, la découverte. Donc voilà, on écoutera des musiques portugaises, du rock breton, des musiques françaises. Il y aura des livres à la maison de culture portugaise, de culture française, bretonne. Voilà, c'est tout ça que j'ai envie de lui transmettre et ça va se faire aussi au contact de la famille naturellement. Merci Cyril pour ce partage qui ouvre une porte encore différente de notre façon de vivre nos identités et l'histoire de notre famille. Si le domaine de l'intelligence artificielle vous intéresse, je vous recommande vivement de suivre son actualité et ses partages sur Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les informations de l'épisode ainsi que les ouvrages cités. N'hésitez pas à commenter l'épisode et à le diffuser autour de vous. Até breve!